Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois avec toute l'équipe et de vous accompagner tout au long de cet été. Et bien justement, plusieurs thématiques qui concernent la saison estivale cet après-midi dans l'émission. Et nous allons commencer par la littérature. Quoi de mieux qu'une bonne lecture en bord de mer, j'ai envie de dire. Et bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nelia Selim qui est créatrice de contenu littéraire. Bien, elle partage avec vous depuis un bon moment déjà de belles lecture. Eh bien aujourd'hui, elle sera là et elle nous parlera de son parcours et elle nous proposera également de belles lectures tout au long de cet été. Nous parlerons également de bijoux et on les porte fièrement tout au long de cette saison estivale. Eh bien, nous avons avec nous une créatrice de bijoux. Il s'agit de Amel Hamoui Belloul. Donc, elle nous parlera de son style justement et de tous ces bijoux qu'elle crée. Eh bien, elle nous parlera justement de ce savoir-faire. Et puis de la musique. Eh bien, on en écoute beaucoup tout au long des vacances. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous un jeune artiste qui nous vient de la région de Constantine. Tout ce que je sais, c'est qu'il a apporté avec lui une guitare électrique. Eh bien, c'est à lui de nous dire tout à l'heure et de nous parler de son style musical. Et il s'agit de Anis Khalloufi. Et puis Mina sera également avec nous et dans sa rubrique Nostalgie, elle nous plongera bien évidemment dans les anciennes habitudes, tout ce qui fait justement notre identité, j'ai envie de dire. Eh bien, on verra de quoi elle va nous parler cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission d'aujourd'hui. Et avant de retrouver tout ce beau monde de la musique comme à chaque fois, et c'est Jam cette fois-ci. À tout de suite.
Bravo, bravo, quel talent, quel talent. Allez, on applaudit les filles. Hein. Voilà, ça mérite hein, de grands applaudissements. Et c'était Anis Khelloufi, quel enchaînement aussi. Hein. Franchement, c'était au top. Et voilà, donc on va commencer par l'unique artiste, l'unique musicien, j'ai envie de dire, de cet après-midi. Anis Khelloufi, comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, nous sommes ravis hein, de t'avoir avec nous cet après-midi. Tu es venu de Constantine, n'est-ce pas? Oui, je suis de Constantine. Voilà, Allah Ibarak. Et donc, aujourd'hui, tu vas partager avec nous et avec les téléspectateurs justement cette passion que tu as pour la musique, nous parler aussi un petit peu de ton parcours et nous faire profiter hein, de ces beaux sons, j'ai envie de dire. Ok, on est d'accord? Oui. Ah bah super. Moi, je vais continuer à présenter les autres invités. Nelia Selam qui est aussi avec nous. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Merci. Ravie d'être pour une seconde fois dans ton émission. Oui, c'est vrai que ta première télé était avec toi. Voilà, ça date. 2019, je crois. Exact, en 2019. En tout cas, je suis ravie justement que tu aies fait un beau parcours. Il y a de quoi en être fier, j'ai envie de dire. Et bien aujourd'hui, on va aussi parler de littérature avec toi. Proposer de belles lectures pour cet été, en tout cas pour les téléspectateurs, et nous dire justement ce que tu fais de beau aussi. Avec grand plaisir. Et on va continuer dans la lancée avec Amel Hamoui Belloul, qui est artisane, créatrice de bijoux. Comment ça va? Ça va très bien, merci vous-même. Très bien, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Et avec vous, les filles, on est en studio, on est en pleine émission, mais on se sent en vacances. Avec vos chapeaux, franchement, vous avez bien fait. Hein. On est plongé dans une ambiance estivale cet après-midi. Merci, voilà. Merci et Mina est également avec nous. Comment ça va? Ça va, ça va. Depuis la semaine passée, ça va? Bah écoute, très bien, très bien. Toujours, donc on continue avec la rubrique Nostalgie. Avec nos belles traditions. Voilà, exactement. À chaque fois, nous sommes fiers justement de nos traditions. Et vous êtes là, tu es là, Amina, à chaque fois pour les mettre en avant et en parler pour justement ne pas les oublier, surtout parce que certaines se perdent. Il ne faut pas les oublier, justement. Il n'en faut pas. Donc, et c'est justement pour ça, c'est à ça que sert, j'ai envie de dire, la rubrique de Mina. Eh bien, on va commencer par la littérature. Les filles, j'imagine qu'on a tout un livre hein, qui nous accompagne durant l'été, durant les vacances, n'est-ce pas? Oui. Le soir, en bord de mer, à la piscine, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Très bien. Et qui en souffre d'ailleurs. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, Nelia, sachez que c'est une passionnée de littérature. Et donc, comment ça a commencé? Elle va un petit peu nous parler justement de son parcours. Hein. Comment ça a commencé, Nelia? Depuis que tu es toute petite? Oui, la lecture est ancrée en moi depuis toute petite parce que quand j'étais petite, déjà, on m'achetait des livres. Donc pour enfants, des petites histoires. Même si je ne savais pas lire, je regardais les images. D'accord. Donc j'ai un peu gardé cette habitude, mais en grandissant, j'ai développé cet amour pour la littérature et je me suis spécialisée à l'université dans la littérature algérienne. D'accord. En master 1 et master 2 d'ailleurs. Oui. Et donc j'ai un diplôme en littérature, et ce qui m'a poussée d'ailleurs durant l'été 2018 à vouloir partager un peu cette passion qui restait juste entre avec moi-même. Et donc je me suis dit, j'en discutais avec mon petit frère à qui j'ai dit, j'aimerais bien partager un peu cet amour pour de la littérature avec d'autres personnes, mais je ne sais pas comment. Et là il me dit, comme tout jeune, les jeunes ils sont très connectés. Exact, il me dit, maintenant pourquoi pas c'est vrai. Il me dit pourquoi pas créer ta propre page sur les réseaux sociaux et partager tes retours, parler de tes lectures, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu m'as invitée. Oui, c'était de tout début. Hein. J'avais, je pense, 2000 abonnés en ce temps-là. D'accord, oui. Et là, c'est monté à combien? On est à 20, ça a doublé, 24 triplé 000 à peu près. D'accord, waouh. Donc, vraiment, tu as fait du chemin, comme on dit. Et en sachant que c'est une niche, la littérature, c'est pas tout le monde qui s'intéresse sur les réseaux à ce genre de contenu. Exact. Je suis assez contente de voir qu'il y a quand même 23 000 personnes qui vous sont suivent, là, qui te suivent régulièrement. Qui s'intéressent à la littérature, qui me font des retours par rapport à leur lecture, surtout s'il y a des lectures communes. Là, par exemple, il y a un livre qui sort, j'en parle, et puis les personnes l'achètent. Ils me disent, on a aimé ça, et on en discute en story, par messagerie, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que la page a vu le jour. A vu le jour. Et justement, avant de continuer, tu as parlé de l'intérêt que tu portais déjà à la lecture depuis toute petite. Comment faire? Est-ce qu'aujourd'hui, si on peut donner un conseil justement à ceux qui nous regardent, j'imagine que beaucoup de mamans peinent à faire lire leurs enfants, hein, j'imagine. À ton avis, quel conseil pourrait-on donner cet après-midi justement aux parents? Je pense que pour qu'on puisse faire intéresser nos enfants et voilà, pour qu'ils aillent vers la lecture avec les écrans.
c'est pas évident. C'est vrai qu'ils vont déjà essayer de minimiser déjà l'impact des interdire écrans, un les petit peu, interdire. oui. Ils sont très jeunes pour... J'ai remarqué que les enfants actuellement, à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils maîtrisent facilement c'est vrai. Ils touchent au téléphone, ils savent les utiliser. Donc je pense... Mais ça vous parle? Oui. Mais moi, ça va. Comme on a beaucoup de livres à la maison, on est de gros lecteurs, donc mes enfants, déjà tout petits bébés, ils touchaient les livres, ils savaient ce que c'était, donc ils ont leurs livres. Bon, bien sûr, c'est en fonction de l'âge. Bien sûr, oui, clairement. Voilà, beaucoup plus ma fille que mon fils, donc elle a ses petites collections, les Martines, les pipettes. Voilà. Mon fils, c'est beaucoup plus les dinosaures. D'accord, mais ils vont vers les livres, ils sont intéressés, ils sont curieux, j'ai envie de dire, d'aller voir. On a quand même beaucoup mis l'accent dessus. Voilà. Malgré l'omniprésence des écrans, quand même, parce que ça reste difficile de les priver, parce que toute leur génération baigne dedans. On ne peut pas les priver. On peut pas, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on les laisse un peu, puis qu'on puisse contrôler, plutôt que d'interdire totalement et qu'ils aillent voir ailleurs. Exactement. Et là, on ne sait pas ce qu'ils vont regarder. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc cette génération, c'est pas facile. Oui. Et donc Nélia, toi, tu nous dis quoi? Moi, je dirais qu'il faudrait déjà savoir quel est leur centre d'intérêt. Tout petit, là, par exemple, son fils adore les dinosaures. Voilà. Il a acheté des livres. C'est-à-dire essayer de trouver des livres qui les intéressent déjà. Les thèmes qui puissent capter leur attention. Voilà. Et puis, je pense que les enfants sont beaucoup plus attirés par l'image que par le texte, ce qui est tout à fait normal. Donc, vraiment choisir des livres qui puissent... là, par exemple, la dernière fois, il y a eu de très belles illustrations. D'ailleurs, la dernière fois, il y a eu une republication des contes de Mohamed Dib en Algérie. Et c'était illustré par plusieurs artistes pour chaque conte. Il y avait un artiste. Oui, très intéressant. Et c'était, je pense, il y avait 8 ou 10 contes. Et quand je voulais faire un test, parce que je voulais voir avec les enfants, donc je les ai posés comme ça avec les voisins, les enfants des voisins, et en fait ils ont adoré, ils ont commencé à toucher le livre, à regarder les images. Je me suis dit, finalement, ils s'intéressent au livre, il faut juste savoir trouver la manière pour les attirer, j'ai envie de dire. Très bien. Et donc, Nélia, on va parler peut-être justement de ces livres que tu partages. Est-ce que c'est des livres récents, les tout nouveaux livres qui viennent de sortir, ou non? Pas du tout, c'est que tu fais un peu de tout. Alors, c'est des classiques, voilà. C'est un peu les deux. Alors, les classiques, c'est incontournable, j'ai envie de dire, parce que c'est la littérature, j'ai envie de dire, les pères de la littérature algérienne, ou les mères de la littérature algérienne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, comme Djibar ou Meshakra, etc. Bien sûr. Et puis, ces livres-là ont mis en place une sorte d'ouverture vers la littérature algérienne. Donc les classiques sont présents, mais j'encourage également beaucoup d'auteurs contemporains. Et j'en parle. Donc dès qu'il y a un livre qui sort, j'essaye de faire un retour, de le lire rapidement et de faire un retour sur la page pour pousser les gens à quand même encourager que ce soit un auteur connu ou pas, mais surtout les jeunes auteurs qui ont une belle plume et qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'avoir de la visibilité. Et voilà. D'accord. Et par rapport à ceux qui vous suivent, bien évidemment, à travers la page, justement, qui est... Algerian Book Leaders. Voilà, Algérien. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Est-ce qu'on te propose des livres? Est-ce que entre vous, vous concertez? Comment ça marche? Comment se font les échanges, justement? Alors, c'est un échange constant. Il n'y a pas que moi qui propose. Voilà. C'est ça, en fait, le but de la page. C'était pas que je sois là à proposer des livres à tout le monde, mais que la communauté me propose des livres. Et je les écoute. En fait, quand je vois qu'un livre revient, qui est récurrent dans les propositions, je note le titre et je les achète. Et généralement, je suis vraiment pas déçue parce qu'ils connaissent mes goûts. Et comme je connais les leurs aussi, pour ceux qui échangent assez souvent avec moi. Et voilà, donc c'est un échange constant entre la communauté et moi-même. On a aussi, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement de moyens pour communiquer. Il y a le canal qui est récent, qui vient de sortir, donc je peux partager avec eux. Actuellement, il y a une mise à jour, donc ils peuvent même me répondre sur le canal par rapport à ce que je dis. Il y a les stories, il y a les lives. Par exemple, j'essaye de faire assez souvent des lives pour discuter avec eux en direct, chose que j'ai faite hier d'ailleurs. Et on a un peu discuté de ma lecture actuelle, de mes retours récents par rapport à mes dernières lectures, etc. Donc voilà. D'accord. Et justement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux. Ça reste vraiment un moyen d'échange, de communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, justement, s'intéressent à la lecture et partagent aussi leur lecture à travers les réseaux sociaux? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que la lecture, on l'associe généralement à l'ancienne génération. Oui. Mais si on va dans... On se dit
qu'on lit moins. Voilà, ça, tout le monde dit ça, qu'aujourd'hui, les gens lisent moins. Après, vrai ou faux, ça, je ne peux pas... Je vais y répondre, c'est ça. Mais pour lier un peu cette question à la question précédente, c'est que les jeunes lisent, par exemple, si je vais dans mes statistiques à moi, les personnes qui me suivent sont de 18 à 35 ans. Donc, c'est la majorité. Puis, il y a plus de 45, etc. Mais c'est la jeune génération. Et généralement, les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est je n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à accrocher, je n'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi. Et au fait, finalement, c'est pas la lecture qui est gênante, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé le style de lecture qui nous convient ou le genre littéraire qui nous convient. C'est ça. Et j'imagine que c'est ce qui arrive pour de nombreuses personnes. Il faut tomber sur la bonne histoire. C'est ça. Le coup de cœur. C'est ça. Et je leur dis généralement, si vous avez une préférence, par exemple, côté cinématographique pour un genre d'histoire, c'est la même chose pour la littérature. Il y a des gens qui aiment la science-fiction, mais si vous lisez de la science-fiction en littérature, ce sera vraiment... Par exemple, Anis aime la musique, il va plutôt aller vers des livres où on parle... Qui va aimer des biographies d'artistes. Des biographies d'artistes, c'est ça. Voilà, donc déjà ça va faciliter, j'ai envie de dire, la lecture et la rendre plus agréable, plus intéressante, plus attirante. C'est ça, et c'est même le but des retours littéraires. Donc j'essaie d'attirer la communauté d'une manière assez différente. C'est pas juste prendre le livre en photo, mais c'est créer une mise en scène. Donc je m'habille. J'ai des tenues traditionnelles algériennes, surtout quand il y a un roman qui est vraiment ancré dans la tradition algérienne. Il faut savoir aussi que la page est là pour promouvoir la littérature algérienne précisément, plus que les autres littératures. Je lis un peu tout, mais 90% de mes lectures c'est de la littérature algérienne. Et le but, c'est aussi de promouvoir la culture qui va avec, parce que notre littérature décrit nos mœurs, nos traditions, notre culture. Et donc, pour attirer un peu, capter l'attention et pour les pousser à lire, c'est à travers aussi l'image. Donc, les photos que je présente ne sont pas juste le livre, mais la plupart ça arrive où je prends juste le livre en photo. Quand vous n'avez pas le temps. C'est ça, ou juste que le livre ne m'inspire pas quelque chose d'assez poussé, mais généralement c'est toute une mise en scène. Je m'habille, je choisis l'endroit, je me déplace aussi. Il y a parfois, par exemple, il y avait un livre, je me souviens, je l'avais lu, ça s'appelle L'histoire et la géographie, qui se déroulait à Entaya. Ça parlait un peu d'un... Il y avait une scène où il parlait d'un hôtel qui était abandonné. Je suis allée prendre la photo à côté de l'hôtel. Wow, bravo. Vraiment, je me déplace pour les photos. J'essaie vraiment de refléter le contenu à travers l'image et pour pousser aussi le lecteur à se dire c'est un peu ça en fait le livre. C'est vrai. Ça dégage cette atmosphère-là. Voilà. D'accord. Et puis tu nous disais tout à l'heure que tu encourageais aussi beaucoup les jeunes artistes. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a certains qui ont justement échangé avec vous? Il y a beaucoup d'écrivains qui me contactent pour si on peut faire une petite collaboration sur la page, parler du livre. La dernière fois, j'ai été reçue dans l'émission de Jawad. On avait parlé de Hamza Koudri qui avait écrit son livre en anglais. Donc ça s'appelle Sand Roses. Et lui, je l'ai connu comme ça. On s'est parlé sur la page. Il m'a dit voilà, j'ai écrit un livre en anglais. Est-ce que ça vous intéresserait de le lire? J'ai dit avec grand plaisir. Quand je l'ai lu, j'ai adoré. C'était un très très beau livre. Et donc il y a beaucoup d'échanges comme ça avec les auteurs. D'accord. Et donc Nélia, tu lis en arabe, en français et en anglais. C'est ça. Waouh. Et bravo, franchement bravo. On revient aussi justement à ces livres, à cette littérature. Je disais tout à l'heure que l'été, un livre en bord de mer, une bonne lecture, c'est l'idéal, n'est-ce pas? C'est l'idéal. Donc quels sont par exemple le genre de livres qu'on devrait lire durant les vacances? Je dirais des lectures légères qui reflètent un peu le mood de l'été. Là, par exemple, je vais recommander peut-être La soif d'Essai du Parc qui se passe uniquement en été. Il y a la plage, il y a la mer. Et il y a des descriptions des lieux. C'est ça, des lieux et c'est léger. Donc, en été, on n'a pas besoin d'une lecture très... il faut se concentrer. Donc La soif, j'avais adoré par rapport à cela. Et c'est le premier roman d'Essai du Parc, quand même. Elle a écrit en 57. D'accord, wow. À l'âge de 18 ans. Et puis peut-être celui de Mariam Gumesh Zelda qui est très très léger, que j'avais adoré aussi. Fatah Boumehdi avait écrit son dernier roman, donc Si mon père avait une âme d'enfant. Ça aussi c'est une belle lecture pour l'été. Et pourquoi pas, on va retourner à l'un des plus beaux romans de la littérature algérienne, La Grande Maison de Mohamed Dib. Oui, voilà, des fois c'est bien de revenir. C'est vrai que c'est un roman qui est très touchant. Qui est très touchant, un classique très touchant parce que ça parle d'une période de pauvreté avec Aïni et le petit Omar et tout. Exact. Mais c'est un roman qui se déroule à Tlemcen et qui se déroule en été et qui est très joyeux. Même dans la tristesse, il reste joyeux avec Omar qui court partout, qui essaye d'aider sa mère. Oui, c'est vrai.
Et pour finir, peut-être Melk Haddad, que j'adore, avec la dernière impression. Voilà. D'accord, très bien. J'espère que ceux qui nous regardent. C'est intéressant de faire une rubrique comme ça sur la page. Oui. Par exemple, pour chaque saison, voilà, une liste de livres. Je pense qu'elle va le faire. Allez, on va faire un petit reel. Voilà. En tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent cet après-midi ont noté et vont vite fait justement commencer à entamer ces lectures. Et justement, aujourd'hui, les livres sont disponibles dans les différentes librairies. Tu n'as pas de mal à trouver des ouvrages ou tu as aussi recours à Internet parce que des fois, maintenant, il y a des livres en ligne numériques. Oui. Alors non, pour ma part, je préfère lire en papier. J'aime toucher et j'aime aussi prendre des notes. Il n'y a pas mieux, c'est ça. Et puis, parfois, par exemple, quand je crée du contenu, j'ai besoin de retourner à une telle page en ligne. C'est pas évident. Exact. Alors, pour répondre à ta question, la plupart des livres contemporains sont disponibles. Donc, je parle de la littérature algérienne, je reste dans mon domaine. Ils sont assez disponibles. Pour les classiques, quelques-uns n'ont pas été réédités. Donc, j'ai recours aux bouquinistes. Et je conseille aussi les et il y en a beaucoup au centre-ville. Justement, on a déjà partagé des reportages avec les téléspectateurs. Des collègues se sont déplacés au centre-ville. Il y a plein de bouquinistes. Et on peut trouver des trésors, tout simplement, n'est-ce pas? Effectivement, des livres assez rares qu'on ne retrouve plus, qui n'ont jamais été réédités. La semaine dernière, j'ai lu un livre de Hadjira Mouhoub que je ne retrouve plus. D'ailleurs, j'aurais aimé faire une petite interview avec elle. Et donc, c'est un recueil de nouvelles et impossible à trouver. Donc, si je ne l'avais pas trouvé chez le bouquiniste, je n'aurais jamais pu mettre la main dessus. Même chose pour Aïcha Bouabassi, que j'avais interviewée la semaine dernière sur la page. Elle a un livre qui s'appelle L'eau bénie sur nos lèvres. C'est un recueil de poèmes. Il n'est plus réédité depuis les années 80. Donc ce genre de livres, on ne peut pas les trouver en librairie, mais vraiment juste les trouver chez les bouquinistes et c'est des perles rares. Exact. Et donc aujourd'hui, on encourage les téléspectateurs, ceux qui aiment la lecture, à aller justement vers ces bouquinistes qui sont toute la journée au centre-ville et qui n'attendent que justement la visite des amateurs de livres. Surtout les étudiants quand ils se plaignent un peu de tout à fait. C'est des prix de très raisonnables, on a envie de dire. Voilà, très bien. Il y a de plus en plus aussi de livres en anglais. Oui. La nouvelle génération lit beaucoup en anglais. Et puis il y a beaucoup plus de disponibilité pour tout ce qui est SF. C'est ça. Le monde un peu pour les ados. Oui, les ados. C'est vrai. Moi, je me rappelle qu'à mon époque, c'était impossible à trouver ici. D'accord. Tandis que maintenant il y en a énormément, mais beaucoup plus en anglais. Oui, c'est vrai. C'est disponible. Et justement, c'est ta passion. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez, on va dire, pour toi et pour ceux qui aiment vraiment la lecture, assez de rendez-vous littéraires? En fait, les rendez-vous littéraires sont là. Mais c'est la communication qui manque. J'ai remarqué que quand je partage un événement, ou que parfois, il y a des personnes qui ratent mes stories, donc moi, généralement, quand je vois un événement, je suis abonnée à toutes les librairies. Donc, dès qu'il y a une rencontre littéraire, je repartage pour inciter les gens à y aller. Et parfois, c'est quand je fais un retour, donc moi, je vais à l'événement, et quand je fais un retour, pourquoi on ne savait pas, on n'était pas au courant. Donc, je pense que l'idéal, c'est vraiment travailler sur une bonne communication au préalable, que ce soit de la librairie ou juste l'auteur qui en parle, faire des petites stories, dire qu'on sera là, qu'on va parler de ça, et c'est pour donner envie aux personnes, que ce soit des personnes qui connaissent l'auteur ou qui ne le connaissent pas, pour donner envie à découvrir pour venir tout simplement découvrir. Exactement. Très bien. Et aujourd'hui, ça te prend beaucoup de temps de faire tout ça puisque tu travailles. Oui. C'est ça. Moi, je t'avais connue étudiante, si je me trompe. Voilà. Là, aujourd'hui, tu travailles. Est-ce que tu as le temps de lire autant et de partager autant et de faire autant de choses, j'ai envie de dire, en rapport avec la littérature et la lecture? Je m'organise. Je m'organise parce qu'en fait, j'ai des horaires de bureau, donc 8h, 16h. Et ce que je fais, c'est que je lis le soir. Contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on me pose souvent la question sur la page, Nélia, quand est-ce que tu as le temps de reconnecter et de lire? Je leur dis non, moi je vous pose du contenu, je suis là pour vous répondre, et puis j'arrête, je pose les réseaux et je suis là, je lis. Alors la création de contenu se fait le week-end, je le fais le vendredi généralement, les vidéos, les photographies. Le samedi, aussi je m'adonne à la lecture. Voilà. D'accord, tu es très bien organisée, bravo, franchement bravo. Et puis merci surtout d'être venue partager. Moi je tenais à te recevoir une deuxième fois. Je t'ai accompagnée, j'ai envie de dire, à tes débuts. En tout cas, j'en suis fière. Il y avait Wahida aussi, un petit coucou à notre collègue et amie Wahida Salim Chérif, qui t'avait, j'ai envie de dire, repéré sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est elle qui t'avait proposé. Et donc, merci à elle. Et merci à toi et bravo surtout pour toutes ces belles choses que tu fais. Je vois que tu es ornée de bagues,
de bracelets, n'est-ce pas? Donc, tu aimes aussi les bijoux et je pense que ce que notre invité a à nous raconter va t'intéresser sûrement, Nélia. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu des bijoux, ils sont magnifiques. Mais juste avant, un peu de musique, allez, pour détendre encore plus l'atmosphère. Et c'est Anis qui va s'y mettre encore une fois. Donc, tout à l'heure, c'était... Alaoui. Alaoui, voilà. Alaoui, ma façon de ça. Voilà, ta façon. Et donc là, ça te dit Yazina. Yazina. Ah bah oui, encore un classique, j'ai envie de dire, pour rester dans le... Allez. Nous mettre l'ambiance. Voilà, c'est ça. Allez. Une petite musique signée Anis Khalloufi, jeune artiste qui nous vient, rappelez-vous, de la région de Constantine. En tout cas, on a hâte qu'il partage avec nous son parcours et cette passion qu'il a pour la musique. Mais juste avant, on va encore l'écouter une deuxième fois. Ça va? Allez, au top. Donc, c'est une guitare électrique, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de Anis, c'est que son instrument, voilà, fétiche. Bravo. Allez, on applaudit les filles, hein, encore une fois. On va continuer avec toi. Allez, après, on va parler de bijoux. C'est pas grave, Nélia? Ça va? Tu vas être patiente? Mais je pense que la musique aussi t'intéresse, hein, Oui. n'est-ce pas? Justement, est-ce que tu peux lire en écoutant de la musique ou pas? Non. Non. Ah ben voilà. Donc vraiment, il faut profiter de ce moment pour bien apprécier donc le style de Anis Khalloufi. Alors Anis, tu vas peut-être nous parler un petit peu de toi, de cette passion que tu as pour la musique. Ça a commencé très jeune, dès l'âge de 8 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Pas avec la guitare électrique, rassure-moi. Non, bien sûr. D'accord. J'ai commencé avec une guitare à peu près. D'accord. Et donc, c'est tes parents qui C'est ma grand-mère qui m'a acheté la guitare, oui. D'accord, très bien. J'ai pleuré et tout. D'accord. Tu voulais une guitare. Voilà. Donc la grand-mère a pu convaincre. Elle m'a acheté la guitare, mais j'étais intéressé par le blues. Quand Santana, c'était mon guitariste préféré. D'accord, très bien. Et après, est-ce que tu as été vers un conservatoire? Non, non. D'accord. J'avais un cousin, il a acheté une guitare aussi, il m'a donné quelques accords et tout. D'accord. Donc, tu as appris tout seul? وحدي في الدار. Ok. Après, comment tu as avancé tout doucement? وحدك في الدار. وحدي في الدار بشويه نسمع كان عندي اللغه ميوزيكال بوكو بليس. D'accord. تسمى كي نسمع اون شونسون هكا في لا تيلي تو نعاودها سوبيتمون. D'accord, c'est cool. C'est pas donné à tout le monde en tout cas. C'est ce qu'on peut dire. Et donc après, comment tu t'es dirigé vers ce style? Vers la guitare électrique, c'est à partir de quel âge que cet instrument t'a intéressé? J'ai commencé à l'âge de 13 ans la guitare électrique. D'accord. Et là, tu t'es dit, ça, c'est mon instrument. C'est mon instrument préféré. D'accord. Et même pour la guitare électrique, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu... Non, parce que c'est le même concept qui m'a le classique. D'accord. C'est le même concept, c'est le même manche. La différence qu'il y a dans le son.
Et justement, quelles sont les raisons qui ont fait que tu es passé d'une guitare simple à électrique, à une électrique? J'aime bien le son de la guitare électrique. D'accord, peut-être C'est aussi le son. le son et peut-être les artistes aussi qui... Exactement, que les tu aimes. artistes, c'est... Qui m'a Santana, il a une guitare électrique. D'accord, exact. Et donc, on va peut-être aussi parler de comment tu t'organises pour faire de la musique, parce que j'ai vu que tu justement déclenchais ton téléphone. Donc, est-ce que c'est des morceaux que tu revisites, que tu... Comment ça marche? Parle-nous. أنا اللي خدمت بعد ثم les morceaux. C'est-à-dire que là, on a écouté bien sûr des morceaux qu'on connaît. عاود خدمتهم كلش سمعت les instruments اللي قاعد تسمعي فيهم بكل انا اللي درتهم. D'accord. Et après, tu joues avec ta guitare pour avec l'arrangement. D'accord. Et du côté de Constantine, est-ce que tu as un groupe? Est-ce que tu as des amis avec qui tu fais de la musique? J'ai quelques connaissances هكذا كيما دركا dernièrement درت un clip. Ah, d'accord. Un clip avec deux rappeurs. Ok. هذا هو اسمه le groupe اللي actuellement راني معاه داك. Et donc, نتوما اللي درتوا la musique, il y avait des paroles aussi, il y a des paroles? Oui, des paroles. Donc, حنا اللي درنا كلش، حنا اللي درنا كلش. D'accord, très bien. حطيناها في يوتيوب. Voilà, donc encore, on revient justement à Internet, aux réseaux sociaux, et avec ça, justement, les jeunes aujourd'hui peuvent s'exprimer et surtout partager ce qu'ils font avec les autres et pouvoir mettre en avant leur travail. Et aujourd'hui, tu as des projets dans la musique, Hakilna? Wallah, mon projet, c'est d'avancer, c'est d'avoir... Toujours dans la musique? Oui, exactement, d'avoir des connaissances dans le domaine. C'est-à-dire, tu voudrais un album, c'est ça? Exactement. Et est-ce que tu écris, tu as tes propres chansons, là, tes propres morceaux, justement, que tu prépares pour un album ou pas? Dernièrement. درت هاك شغل جايه في لو ستيل هيب هوب اي تو تراب جايه بوكو بليس تراب خدمتها انا بما فاصون حطيتها ثاني في يوتيوب. D'accord. ومازال بربي ان شاء الله نزيد نطلق. Et quels sont les retours justement aujourd'hui sur YouTube quand tu postes? la chaîne tu veux dire. Voilà la chaîne. اني نخدموا فيه بعد. D'accord. Et عندك les retours واش يقولوا لك aujourd'hui كاين بزاف les jeunes يحبوا هذا le style de musique, j'imagine que oui. Mina, on en a reçu un jeune aussi, le membre du groupe. Oui, lui, c'était quel groupe? C'était quoi? C'était pas le même style? Métal, ah, métal, plus encore. C'était du métal. Tu connais le groupe Hypnotica, c'est ça? Non, d'accord. Parce que j'écoute pas le métal, il y a beaucoup plus rock, blues, jazz. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces styles musicaux, n'est-ce pas? Métal et tout. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a de tout. Comment? Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Des fois, on oublie. Il y a des chanteurs, des musiciens. Exact. De différents instruments. Moi, je vois, franchement, ça fait plaisir. Oui, exactement. Et nous, justement, dans cette émission, on essaye à chaque fois de mettre en avant et d'encourager ces jeunes, peu importe le domaine dans lequel ils excellent. En tout cas, ils sont à chaque fois les bienvenus. Donc aujourd'hui, tu travailles exclusivement, tu postes, tu partages ta passion pour la musique exclusivement sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Sur ma chaîne YouTube, j'ai TikTok. Maintenant, j'utilise beaucoup plus le TikTok. D'accord, très bien. En tout cas, parce que les abonnés beaucoup plus sur TikTok. Voilà, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent et qui apprécient, j'ai envie de dire, ton style musical et ce que tu fais dans la musique. En tout cas, merci d'être venu le partager avec nous, de Constantine. Avec plaisir, ça me fait tellement plaisir d'être Sinon, ta famille et tout, est-ce qu'ils t'ont encouragé, ta maman, ma mère beaucoup toute plus. la famille? Ma mère beaucoup C'est-à-dire, plus. tu n'as pas eu de problème, ils t'ont encouragé, ils t'ont suivi. Elle est artiste peintre Elle est aussi. artiste peintre, oui. اسمها تقول لنا واسمها زاهية نقولوا لها نسلموا عليها نسلموا عليها. Elle s'appelle Zahia Hashash, هي درس les beaux-arts بكري. D'accord, Elle a fait des études les beaux-arts et tout. Et donc elle a vraiment, j'ai envie de dire, apprécié ce que tu as fait, elle t'a encouragé, c'est important, n'est-ce pas, quand on est encouragé par la famille, par les parents surtout. Et en plus, elle aime la guitare. Elle aime. La guitare électrique. Super. Très bien. Bon, en tout cas, on les salue. On salue tous ceux qui nous regardent de la région de Constantine. Voilà, on a partagé avec vous cet après-midi un savoir-faire, un jeune musicien, un Nisr Loufi. En tout cas, c'est pas fini. On va encore apprécier tout à l'heure ce que tu fais, un dernier morceau sûrement. Et on va revenir, Mina. Il n'y a pas de souci. Tu vas être patiente. Pas de bouger. Voilà, tu vas être patiente. Je suis là. On va parler de bijoux. Toi, t'en as parlé à toute cette saison, n'est-ce pas? Voilà, des bijoux traditionnels algériens. Mais
bien sûr, ça évolue. Et heureusement. Et heureusement qu'il y a des artisanes qui font du très beau travail et à chaque fois, on essaie de les inviter, de promouvoir justement ce savoir-faire à l'algérienne, j'ai envie de dire. Et c'est le cas de Amel Hamoui qui est avec nous. Bellou, là, c'est la dernière fois que je le dis, après je vais t'appeler Amel. Hein. Ça y est, c'est trop long pour moi. Voilà. Donc, artisane, parle-nous un petit peu justement de ce que tu fais, comment ça a commencé. Alors, bon, déjà, moi j'ai toujours été très créative, j'ai toujours aimé toucher à tout. Manuel. Le dessin, la peinture, la musique aussi. Un instrument? Donc, non, moi, je suis plus dans le chant. D'accord. Je suis plus dans le chant, oui, ok. beaucoup plus. J'aurais aimé apprendre à jouer d'un instrument, mais ça ne s'est pas fait. Je vais essayer de rattraper le coup avec mes enfants. Voilà, exactement, il faut. Voilà. C'est facile, il faut juste avoir la patience. Ouais. C'est-à-dire après, il faudrait trouver quel est l'instrument qui leur parle. C'est ça. Et pour les enfants, il faut qu'il y ait aussi une attirance pour l'instrument. Et justement, on a déjà reçu des personnes qui font ça. Pour les enfants, il faut les inscrire tout simplement au conservatoire ou dans une école et les laisser toucher à tous les instruments. Et au bout d'un moment, c'est eux qui vont choisir l'instrument qu'ils voudront jouer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé créer, c'est-à-dire partir de rien, de choses différentes qui n'ont pas forcément une forme, et puis arriver à un résultat. D'accord. Voilà. Et bon, donc j'ai touché un petit peu à tout. Comment je suis arrivée aux bijoux? Bon, j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que, bon, je n'étais pas très très bien. Et puis, j'ai découvert cette matière qui est la pâte polymère. Voilà. Et en fait, ça a été comme une révélation, une thérapie. D'accord. Et puis j'ai commencé, je ne me suis plus arrêtée. D'accord, très bien. Donc ça vous faisait du bien de faire ça? Énormément, oui. C'est vraiment, c'est-à-dire que dès que je me mets à créer, je me déconnecte en fait de tout ce qui peut m'embêter, m'énerver, m'agacer. D'accord, waouh, super. Vous avez trouvé justement quoi faire. Oui, totalement, complètement. En plus, je peux rester des heures à faire ça. Si on ne m'arrête pas. D'accord. Et justement, tu vas peut-être nous donner plus de détails sur cette pâte polymère, comment elle se travaille, comment tu fais pour réaliser avec une simple pâte tous ces bijoux qu'on est en train de voir. Tous ces beaux bijoux qu'on est en train de voir. Voilà, ça c'est 2 exemples. C'est des marques différentes. Mais la matière en elle-même, c'est ce qu'on appelle la pâte polymère. Donc ça se présente un peu comme une pâte à modeler. C'est ça. Qu'on va travailler. On va la conditionner, on dit. Qu'on la conditionne pour la rendre malléable et facile à travailler. Et ensuite, on va utiliser plusieurs techniques. En fonction de ce qu'on veut réaliser. Il y a plein de techniques différentes parce que c'est un domaine qui est très développé, surtout aux États-Unis. D'accord. Et dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment très développé. Ok. Donc, il y a plein de techniques différentes. Et après, ça passe en cuisson. Puis, il y a un travail de finition, du ponçage, du polissage. Et on peut soit vernir, soit mettre de la résine. Comme ça. Donc, comme par exemple sur les modèles que j'ai mis ici. Oui, les boucles d'oreilles. De la résine, exactement. Pour avoir une finition vraiment nickel, bien brillante. Bien... Voilà. D'accord. Et donc, d'une pâte, on passe à de très beaux bijoux. De toute façon, on était en train de les voir au fur et à mesure et on va continuer. Est-ce que tu dessines tes bijoux? Est-ce qu'ils sont déjà c'est-à-dire dans ta tête? Comment tu fais pour... Non, très rarement. C'est vraiment au feeling. Je démarre d'une palette de couleurs. J'ai une palette de couleurs dans la tête. Et puis après, je choisis la technique que je veux appliquer. Et puis là, je laisse, entre guillemets, la magie opérer. C'est vrai que ce n'est pas très classique. Oui. Parce que beaucoup préfèrent... c'est-à-dire dessiner, partir d'un modèle bien précis, puis travailler pour arriver à ça. Non. Mais non, j'ai essayé très souvent, ça passe. Je me dis, non, comme ça c'est mieux. Mais non, je préfère comme ça. D'accord. Je pense que c'est le côté artiste qui fait ça. Et avec ça, tu fais toutes sortes de bijoux, des bagues, des bracelets, des colliers, n'est-ce pas, des pendentifs. Des boucles d'oreilles. Là, vous avez ce qu'on appelle le camé, parce que j'adore tout ce qui est vintage. C'est vrai que c'est une pièce,
On va essayer de la voir. Voilà, ça vraiment, j'adore ça. Ça, c'est une toute nouvelle collection, parce que j'en avais plus. Donc, je les ai fait en ras de cou, comme on peut voir ici. Donc, il y a différentes couleurs. Vous avez des bagues, des broches également. Voilà. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est mélanger d'autres matières à la pâte polymère. D'accord. Comme des fleurs séchées. Ah, oui. Ou alors, comme on a là-bas, des pierres de nacre. Il y a une paire où on a en fait, c'est comme des éclats de nacre tout petits qu'on intègre. Voilà, on est en train de voir ce qu'on est en train de voir là. Celles qui sont violettes. D'accord, oui. Les deuxièmes à partir du haut. Exactement. Sur la gauche de l'écran, à gauche de l'écran. On ne les voit pas bien, mais c'est pas méchant. Voilà, donc là. Donc les camés, voilà, ça c'est une ancienne collection. Et ça c'est double travail. Tu as le fond qui est bleu. Oui. Et ensuite on travaille la base, il faut qu'elle soit vraiment parfaite. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air parce que sinon à la cuisson ça va gonfler, ça va être horrible. Donc on travaille d'abord la base et puis après je travaille sur le camé. Donc ce sont des moules. D'accord, voilà. Et ensuite, après le démoulage, qui est assez délicat parce que ça doit être très fin et tout, c'est vrai. Je retravaille les détails du profil, des cheveux à l'aiguille. D'accord, oui. C'est très minutieux. Voilà. Puis ensuite, je viens poser donc sur la base, etc. Très bien. Et Nélia, tu connaissais cette pâte polymère? Tu en avais déjà entendu parler? Non, mais pas du tout. Mais je la connaissais avant dans une exposition. Ah, voilà. Vous êtes déjà rencontrées toutes les deux. Mina, tu connaissais? En décembre. Franchement, non. Du tout. Non, mais je découvre. Je découvre et c'est super intéressant et c'est très très beau. Oui, c'est vrai, on en a déjà reçu, mais pas beaucoup. 2 artisanes qui travaillent justement cette pâte. Tu es la deuxième, j'ai envie de dire. Et justement, est-ce que tu as eu une formation ou pas? Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses à former peut-être des jeunes qui veulent... Alors moi personnellement, je ne me suis pas formée à la pâte polymère, j'ai fait une formation à niveau 1 pour bijoux fantaisie, c'est-à-dire le maniement des pinces, du fil, etc., comment enfiler des pierres. Et après, mais c'est après que j'ai... Ça c'est très beau aussi. J'ai vu la pâte, oui. Là, il y a les boucles aussi qui vont avec. Pour l'été, la mer, le soleil. C'est une belle collection. C'est vraiment une très belle collection. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. La pâte polymère, en fait, est venue après. Après, c'est ça. Et j'ai fait des formations. J'ai fait des formations pour le bijou, mais pour la pâte polymère, j'ai animé des ateliers. D'accord. Et voilà. Et je pense que il y a plusieurs personnes qui ont participé à mes ateliers et ça leur a donné goût, en fait. Ben oui. Et qui aujourd'hui, justement, ont leur propre page et font leurs propres bijoux. Et je trouve ça vraiment fantastique. Très bien. Et justement, ces échanges, voilà, j'y arrive, sont très importants et d'où l'importance des expositions qui sont organisées un peu partout. Ça permet bien évidemment de mettre en avant le travail, ça permet aux artisanes d'exposer justement et surtout de vendre aussi, c'est aussi bien parce que c'est aussi le but bien évidemment. Et de mettre en avant tout ce savoir-faire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est très important, c'est très important, vraiment. Les expositions, ça permet... déjà, le contact humain, il est essentiel. C'est ça, bien sûr. Exact. Donc, le fait de rencontrer ses clientes, ou ses futures, ou éventuelles, même si elles n'achètent pas. Tout à fait. Elles découvrent notre travail, on en parle, on l'explique avec beaucoup d'amour. C'est très important. Mais c'est aussi... mais c'est pas facile. Hein. C'est fatigant parce que... C'est quand même fastidieux. Mais ça permet quand même de montrer ce qu'on fait et de voir aussi ce qui se fait. Et puis de rencontrer d'autres artisans de domaines différents. Exact. Ce qui permet parfois d'avoir des collaborations et des fusions très intéressantes. C'est très enrichissant. Et des encouragements aussi, puisque aller à la rencontre justement de toutes ces personnes qui viennent visiter, c'est aussi, ça fait aussi du bien. En plus, ce qui est super avec la pâte polymère, c'est que même si vous avez 10 personnes qui font de la pâte polymère, elles vont, chez les 10 personnes, vous allez trouver des choses différentes parce que c'est une matière à travers laquelle on exprime sa personnalité. D'accord. Qu'on le veuille ou non. Oui. D'accord. C'est beau à savoir. Oui, c'est-à-dire que ça se fait de manière instinctive. On va créer des choses qu'on aime, qui nous ressemblent. Et donc,
chaque création va refléter la personnalité, le caractère et les goûts de sa créatrice. C'est la même pâte. C'est la même pâte polymère, mais ce n'est pas les mêmes bijoux. C'est ça. C'est comme pour la peinture et les tableaux. Et, voilà, très bien. Et ben, ça reste de l'art et chacun, bien évidemment, s'exprime à sa façon, j'ai envie de dire. En tout cas, merci. Sinon, une exposition prévue cet été? Non, pour cet été, non. Là, je vais préparer des choses pour la rentrée. Voilà, de nouvelles idées. Exactement. Plein de nouvelles collections. J'ai toujours trop d'idées et jamais assez de temps pour les concrétiser. D'accord. En tout cas, n'hésite pas, j'ai envie de dire, à venir les partager avec nous. Et puis, on va continuer, toujours dans la lancée, puisque Mina, justement, toute cette année, nous a parlé de bijoux traditionnels algériens, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, elle continue dans sa rubrique Nostalgie. On verra ce qu'elle a choisi et c'est juste après le jingle. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Les bijoux, ça va, on a fait le tour, j'ai envie de dire. Les couleurs. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas vraiment fait. D'accord. Il reste encore tellement les plus connus, du moins. On a parlé des bijoux les plus connus. On a parlé de leur histoire. Voilà, on a essayé de prendre plusieurs régions d'Algérie. Aussi. On ne peut pas parler de tous les bijoux. C'est impossible. Différentes régions. On a fait les couleurs. Exact. On a fait les formes. Oui. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelques traditions algériennes qui ont un lien avec, évidemment, les bijoux. D'accord. Donc voilà. Peut-être des occasions, justement, durant lesquelles on offre le bijou. Voilà, comment on l'offre, dans quelle occasion, qu'est-ce qu'on offre. Voilà. Vas-y, donc, parfait, alors, on y va. On sait que les coutumes et les traditions ne sont pas le fruit du hasard, évidemment, mais plutôt le produit de comportements humains et de valeurs transmises de génération en génération. Et c'est le résultat de concepts sociaux et idéologiques. Le patrimoine culturel et civilisationnel est une manifestation de la créativité et de l'originalité entre les nations. Il est le fondement, la personnalité, le don de l'humanité à travers son parcours dans les domaines de l'art, de la créativité et de l'identité nationale. L'Algérie était et est toujours un centre de rayonnement culturel de par son statut culturel et historique, nous léguant un patrimoine matériel et immatériel très riche. Et c'est un moyen d'expression culturelle, de créativité intellectuelle et artistique. Elle comprend des coutumes et des traditions dotées de valeurs morales et spirituelles qui constituent un aspect de la vie sociale et expriment une idée ou un sentiment. Et c'est pour cela que chaque événement de la vie d'une femme est enregistré avec, évidemment, un bijou. Yeah. Un corps, on dit qu'un corps sans bijoux, c'est un corps sans âme. D'accord. Et oui, c'est la croyance que prévaut chez les Algériens. Les bijoux accompagnent une femme de la naissance. Généralement, on offre une petite ramsa. Tout à fait. Au nouveau-né. Voilà, un petit sec, ou alors voilà, des boucles d'oreilles. Un petit bijou. En tout cas, un petit bijou en or. On offre c'est vrai. Au nouveau-né. Donc les bijoux nous accompagnent de la naissance jusqu'à la mort. Donc la ramsa, c'est un symbole de joie et de protection. Et puis on offre également des bracelets pour les petites filles, des bracelets généralement en or et des boucles d'oreilles pour le premier jeune de la petite fille. Donc les jeunes filles algériennes commencent à porter les bijoux dès le plus jeune âge, quel que soit son niveau social, avec au moins un bracelet et une paire de boucles d'oreilles pour la vie de tous les jours. Lorsque le jeune homme se présente chez la jeune fille pour la première fois, il lui présente un bijou qu'elle place devant les invités et lors du mariage, les proches de la jeune fille complètent la parure. En général,
Oui. bien sûr. ما تقولش comme ça. Voilà, ما تقولهمش ما كنتش على بالي. أيمينة قالت كلش ما تقولهمش ما كنتش على بالي. Voilà, comme ça. Il va tout bien faire. Il va tout Il va tout bien Il faire. ne pourra pas dire je ne savais pas. Exactement. Ça, c'est impossible. Surtout impossible pour lui. Donc, en général, c'est la maman qui offre des bijoux qu'elle a elle-même hérité de sa maman comme un cadeau qui se transmet de mère. Pas tous les bijoux, rassure-moi, ça va. Parce que... Elle n'a pas tous les bijoux. Généralement, c'est un bijou qu'elle a hérité elle-même de sa maman. Donc, c'est un bijou qui se transmet de génération en génération. Alors, lorsqu'elle se fiance, à la suite de la cérémonie religieuse, on lui offre, en plus de la parure, des bijoux en or représentant sa dot. Donc, le jour du mariage, la jeune fille porte tous ces bijoux pour montrer un petit peu sa richesse et sa beauté. Cela signifie aussi qu'elle est rentrée dans une nouvelle vie sociale. Pour la femme algérienne, les bijoux sont très importants et bien sûr, l'homme lui apporte des bijoux en fonction de ses capacités financières, évidemment. Donc la famille et les proches invités contribuent avec une somme d'argent en général ou un petit bijou, ça dépend, présenté comme cadeau à la maman de la mariée. Donc cette coutume est appelée Taoussa. Donc c'est Taoussa et elle est généralement présentée lors des grands mariages. Où la mariée porte bien sûr ses plus beaux bijoux afin que les invités puissent les voir pendant la tzedera évidemment. Oui. Alors, dans certaines régions, on place sur les genoux de la mariée ou même près de son pied un bol en argent ou une assiette qu'on recouvre d'un mouchoir. Et en fait, la maman de la mariée, quand elle présente son petit cadeau, son petit bijou en or, alors elle vient, elle soulève le mouchoir et elle met le bijou dans le bol ou dans l'assiette. On peut même présenter khitarouh. Généralement, c'est un petit khitarouh comme cadeau de mariage. Et un des proches de la famille annonce le cadeau à haute voix. Et chacun des invités offre un cadeau, une petite somme symbolique que l'on place dans le bol ou dans l'assiette. Donc, le processus est évidemment répété dans la maison du mari avec la famille évidemment du mari. Certaines traditions sont quasi inexistantes. Est-ce qu'on peut dire malheureusement ou heureusement? D'accord, ça dépend. Quand on offre beaucoup d'or, heureusement. Voilà, oui. Aujourd'hui, donc. Ça dépend lesquels, ça dépend pour qui. Ça dépend, exactement. Voilà, ça dépend pour qui, tout à fait. Donc, sont quasi inexistantes. Et dans certaines régions, il y a cette tradition où le mari offre à sa femme, le jour des noces, un petit bijou en or. Et le lendemain, c'est la famille du marié qui offre des bijoux ou une somme d'argent à la mariée. Dans le cas où c'est une fille unique, alors la maman offre tous ses bijoux à la mariée. Voilà. C'est une façon de transmettre ces bijoux pour que ça reste un petit peu dans la famille, transmettre ces bijoux de la maman à la fille. D'accord, pour que ça reste vraiment un bijou, préserver le bijou de famille. Le bijou est préservé, une coutume, la coutume aussi. Et les reliques familiales. D'accord. Donc les femmes, à l'époque, les femmes riches portaient les bijoux dans la vie de tous les jours, même pour sortir, pour aller au marché. Donc elles mettaient tous leurs bijoux. Et les familles riches, à l'époque, prêtaient même leurs bijoux aux familles pauvres et démunies lors de leurs cérémonies et lors des célébrations. En fait, c'est une expression de solidarité. Les femmes de classe moyenne portaient leurs bijoux de façon limitée. Donc en fait, elles les portaient juste pour les mariages ou les fêtes religieuses. Et elles portaient pour la vie de tous les jours des bracelets en cuivre, en bois ou des colliers en clous de girofle, donc pour la vie de
tous les jours. Très bien, avant de poursuivre, on va justement demander à Anis de se préparer pour le dernier morceau. Donc, Oui. commence à te préparer. Bien Et sûr. nous, on écoute Mina. Voilà, et en même temps, écoute-moi. Ah oui. Donc en plus d'un rôle esthétique, les bijoux ont un rôle thérapeutique en fonction de leur forme, leurs matériaux et leur couleur. Donc à l'époque, elles avaient un rôle magique ou religieux car les gens croyaient que certains types de bijoux avaient une valeur magique qui les préservait et les éloignait du mal et arrêtait même les effets de la magie, comme certaines amulettes qui donnaient de la force à son porteur et même bonne fortune et bénédiction. Donc selon certaines croyances, le bijou a donc le pouvoir d'une amulette magique. D'accord, très bien. Ben, merci. Merci. Mina pour toutes ces belles histoires. Avec en tout cas, plaisir. très belles coutumes et très belles traditions, bien évidemment. Nélia, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Bonnes vacances. Merci, ça m'a fait n'hésite énormément pas à plaisir d'être revenir. là. Merci, Merci. n'hésite pas à revenir nous voir. Nawel, Amel, Yatek Saha, merci et continuez à créer bien sûr et n'hésite Merci pas beaucoup. à revenir le partager avec nous. Mina, on se retrouvera très vite. Très vite, avec plaisir. Et merci aussi à Anis et Merci on salue tous ceux qui nous regardent cet après-midi du côté de Constantine et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Profitez de vos vacances, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous et je vous laisse avec Anis Khaloufi. À très vite, au revoir.